Nouveau, c'est par des images de guerre que va s'ouvrir ce soir Saint-Colonne, et d'une guerre qui, cette fois, nous touche de très près. Sur cette carte, en effet, s'inscrit le drame qui déchire, depuis près d'un mois maintenant, une région du monde à laquelle, par bien des fibres, nous, Français, demeurons attachés, le Maghreb algéro-marocain. En partie assuré, au centre de la carte, vous voyez la zone frontière qui est l'objet du litige. Il y a 2 jours, pendant un moment, on a pu espérer que le problème était en voie de règlement. Hélas, cela n'a pas duré longtemps, vous le savez, on vous l'a dit tout à l'heure au journal télévisé, le cessez-le-feu, chèrement négocié à Bamako, n'aura duré que quelques minutes, aussitôt après lesquelles les combats auront repris plus acharnés que jamais, et surtout dans une région que jusque-là, ils avaient en partie épargnée, vers le nord, à Figuig, que vous voyez sur la carte. Voici comment, sans plus de discours, hier soir, dans son palais de Marrakech, Sa Majesté le roi Hassan II, roi du Maroc, a fait lui-même le récit de ce nouvel acte de la tragédie maghrébine. Depuis ce matin 6 heures, la ville de Figuig est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qu'il y avait à Figuig. Car en fait, il n'y avait à Figuig qu'une compagnie de l'armée royale. Je souhaite que le nombre des victimes ne s'étende pas au-delà de ce qui est déjà constaté. Car c'est à partir de Figuig, justement, d'après tous les historiens, et même les plus mal intentionnés, que les problèmes de frontières commencent. Tandis que, entre Figuig et Oujda, il ne saurait y avoir de problème. On a fait donc tuer des hommes, des femmes, des enfants, des civils et des militaires. Pour quel résultat? Pour que on se retire. Mais l'armée qui a attaqué se retirera. Il ne se retirera pas seulement avec son barda sur le dos, il se retirera avec une mauvaise conscience, avec le poids d'un péché, qui est celui d'avoir fait couler le sang après la convention de Bamako et le jour d'un vendredi, jour où tous les croyants vont à la prière et jour où tous les croyants, qu'ils soient au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou dans le Moyen-Orient, ne peuvent que remercier le ciel et remercier Dieu d'avoir mis un terme à cette effusion de sang entre frères. Je ne peux pas m'imaginer ni penser que la duplicité des signataires de la déclaration de Bamako puisse arriver à ce point. Et c'est là alors que me vient à l'esprit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelle est cette main occulte, maléfique et criminelle qui cherche à accumuler entre l'Algérie et le Maroc, entre deux peuples, des monceaux de cadavres innocents, n'ayant voulu ni se battre, ni encore moins se haïr. Certes, beaucoup pourraient me dire, pourquoi est-ce que le Maroc ne prend pas des mesures de rétorsion? Pourquoi ne voulez-vous pas, en face d'Oujda, essayer de... Et je leur dirais, pourquoi faire couler des vies humaines, du sang humain? Pourquoi détruire des vies humaines quand je sais que la conquête militaire que je ferai ne sera bâtie que sur l'injustice et qu'en tout état de cause, ni politiquement ni militairement, elle ne sera suivie dessus. Le Maroc, pour sa part, n'entend répondre à cette attaque traîtresse, à cette attaque qui ne ressemble pas et qui n'a jamais ressemblé au génie de l'Afrique du Nord,
car les Africains du Nord ont toujours été des hommes et des lions, ils n'ont jamais été des chacals. Le Maroc ne répondra pas à une traîtrise par une félonie. Figuig, voilà donc un nouveau mot, un nouveau nom à ajouter au lexique du drame international. Car n'en doutant pas, la polémique passionnée autour de Figuig va se poursuivre. Aux accusations du roi Hassan II, qui accuse les Algériens d'avoir violé eux-mêmes le cessez-le-feu en attaquant à Figuig, le président Ben Bella, dans une autre conférence, a déjà répondu, le 1er novembre exactement, en disant « Il y a plus d'une semaine que nous étions à Figuig ». Eh bien là, pour une fois, Saint-Colonne va verser une pièce, sans prendre parti, va verser une pièce à ce dossier de Figuig dont on n'a pas fini d'entendre parler. Pourquoi? Pour une raison très simple. M. Ben Bella a dit « Il y a plus d'une semaine que nous sommes à Figuig ». C'était le 1er novembre. En faisant un calcul, on arrive donc à la date du vendredi 25 octobre. Or, le samedi 26 octobre, nos reporters, Pierre Koralnik et Pierre Mignot, eux aussi, se trouvaient à Figuig. À quelle époque exactement êtes-vous arrivé, Pierre Mignot? Eh bien, nous sommes arrivés à Figuig en la matinée du samedi 26 octobre. Nous étions transportés par l'armée marocaine. J'ai été reçu par l'officier marocain commandant la place. Je l'ai interviewé dans cette sorte de no man's land longue d'à peu près 2,5 km qui séparait à l'époque les positions marocaines des positions algériennes. Nous étions à proximité du barrage de barbelés implanté par l'armée française. Certes, à l'œil nu, on pouvait voir sur la piste menant à Colombéchard circuler les véhicules militaires algériens. À la jumelle, on pouvait voir sur la colline qui est au-delà de Beni Ounif ce que les officiers marocains m'ont assuré être des pièces d'artillerie, d'ailleurs très soigneusement enterrées et camouflées. Mais enfin, une chose est certaine, lorsque nous avons quitté Figuig dans la soirée de ce samedi 26 octobre, l'armée marocaine tenait et défendait Figuig. Le lendemain, vous étiez où? Le lendemain, nous étions à Bouarfa, où d'ailleurs nous avions passé la nuit. Bouarfa, c'est à quelques 120 km à l'ouest de Figuig. Cela constituait en quelque sorte la base opérationnelle. Par le terrain d'aviation de Bouarfa devait arriver ravitaillement, munitions, éventuellement renforts. J'étais quelque peu rivé au téléphone parce que je tentais de joindre Rabat, de joindre Marrakech, et j'ai été amené à recevoir plusieurs appels qui étaient en fait destinés aux forces armées. Parmi ces appels, 2 au moins provenaient de Figuig. J'ai appelé un officier marocain, j'ai assisté à la conversation. Eh bien, il s'agissait de communication de service et à aucun moment de l'appel d'une garnison signalant qu'elle était attaquée et a fortiori réclamant des renforts. Autrement dit, il en ressort que le dimanche 27, c'est-à-dire plus de 48 heures après la date indiquée par M. Ben Bella, il n'y avait pas d'Algériens à Figuig. Très certainement. Eh bien, voilà un témoignage que nous versons au dossier. Nous allons maintenant le verser en images. Volons vers Figuig. Oui, au petit matin de ce samedi 26 octobre, nous avons volé en direction de Figuig. Figuig, 4 à 5 000 habitants, 15 000 avec les hameaux d'alentour. Figuig que, selon un tracé frontalier sur lequel au moins toutes les cartes sont d'accord, l'Algérie entoure sur 3 côtés. Alors c'est là le point limite où nous puissions avancer. Oui, pour le moment. Si on essayait d'avancer plus loin, qu'est-ce qui arriverait? Eh ben, on risque de recevoir évidemment des... C'est-à-dire on risque de nous taper dessus. Ils nous tapent dessus des Algériens. À quelle distance sont-ils à peu près là? Ils sont à 600 mètres. Et les troupes marocaines sont de l'autre côté? Sont bien loin, ils sont à 2 km d'ici. En somme, nous sommes dans le no man's land. Eh bien, ce n'est pas un no man's land, mais tout simplement nous évitons qu'il y ait évidemment des incidents. En somme, à Figuig, il y a cette petite garnison qui n'a pas été augmentée depuis le début des incidents. Eh bien, bien après les incidents, qu'une garnison s'est implantée ici et qui n'a jamais été renforcée. Il y a des volontaires aussi. Nous en avons beaucoup, heureusement. Combien environ? Eh bien, pour le moment, nous avons à peu près 500, disons.
hein, arrondi, chiffre arrondi. Chez ces volontaires, le nationalisme se mêle à un goût atavique de la guérilla. Ils s'excitent mutuellement et rivalisent d'imagination. Vive Figuig, vive Hassan II. Tu n'as pas honte, Ben Bella, arme de fourbe, que le feu de la forge te brûle les entrailles. Parmi eux, un certain nombre vivaient en terre algérienne. Le gouvernement d'Alger les a expulsés. Je suis étudiant, Vous vous êtes présenté comme volontaire pour assurer la défense de la frontière. oui, Pourquoi? parce que nous sommes privés de nos propriétés, parce que depuis les Phéniciens, cette terre nous appartenait. Et que la France aussi, le colonialisme français, nous a privés de cette terre. Et puis nous avons attendu l'indépendance de l'Algérie pour que nous puissions entrer dans cette terre. Pour vous, les Algériens, Oui. c'est l'ennemi ou c'est une population frère? Non, encore moi, avant, c'est des frères. Et pour cette fois-ci, ils sont plus que les ennemis. Ça a été une surprise? Une surprise, oui, ça a été une surprise. Parce que nous ne croyons pas, qu'on arrive dans cette agression. Et qui rendez-vous responsable? Le peuple algérien tout entier ou ses gouvernements? Les dirigeants, les responsables. Nos frères algériens, c'est pas eux qui sont les responsables, c'est les dirigeants qui sont les responsables de l'agression. Vous pensez pas que les Algériens pensent un peu la même chose du Maroc? Il y a des bons et des mauvais partout. J'étais en Algérie, j'étais à Colombichard, je fais tous les services du barrage en Algérie. Je suis toujours vrai Marocain. Pendant tout le temps que vous êtes resté en Algérie, vous vous sentiez sur une terre étrangère. Oui, je suis toujours un étranger chez les Algériens, malgré j'ai insisté de travailler avec eux, j'ai donné la main à avoir tout ce qu'ils ont demandé. Ensuite, ils m'ont expulsé au bout de 48 heures, 28 heures, 24 heures, à laisser derrière moi 15 millions de biens. Depuis 17 ans que vous étiez à Béchar, vous entreteniez de bonnes relations avec la population algérienne. Et oui, je travaillais encore avec eux, mais j'ai donné l'argent et tout ce qu'il faut, mais quand même, je suis marocain. Ils disent que c'est un Marocain. Alors vous êtes donc venu ici et vous vous êtes proposé comme volontaire. Et parfaitement, je suis venu volontairement pour défendre notre terre. Ces volontaires sont le symbole de ce que le gouvernement marocain nomme un élan d'unanimité nationale. Quelle est dans ce contexte la situation d'une opposition de droite qui jusqu'ici dénonçait la modération du roi à l'égard des problèmes frontaliers? Alal El Fassi, président de l'Istiklal, vous parle. Nous sommes à côté de Sa Majesté parce qu'elle représente pour nous le symbole de l'unité de notre pays. Et parce qu'aussi elle lutte au nom du peuple marocain pour la libération des territoires marocains qui sont attachés à l'Algérie et ou à l'autre territoire qui est attaché à autre fédération d'anciennes colonies françaises. À l'autre extrémité de l'éventail politique, où en est une opposition de gauche à qui le régime, depuis le mois de juillet, n'a pas ménagé les coups les plus durs. Monsieur Bouabid, ancien ministre, leader de l'Union nationale des forces populaires, répond. Eh bien, malheureusement, cette opposition de gauche est incapable aujourd'hui d'assumer ses responsabilités, comme on dit, nationales, puisque des centaines de ces cadres et les plus valables se trouvent aujourd'hui en prison. Pourquoi cela? Fort probablement parce qu'on veut obtenir d'eux une espèce de désaveu par rapport à un certain nombre de dirigeants de l'UNFP qui se trouvent à l'extérieur.
pour montrer qu'il y a une unanimité nationale qui est faite dans ces circonstances. Je veux bien dire qu'il y a une unanimité nationale. C'est vrai, parce que le problème des frontières intéresse tout le monde. Selon le roi, il s'agit désormais beaucoup moins pour Ben Bella de régler un problème frontalier que de provoquer en quelque sorte un affrontement entre deux idéologies. C'est vrai, le roi l'a dit. Mais je pense qu'il s'agit là surtout de la part du pouvoir au Maroc d'un réflexe de défense. D'un autre côté, on prête aux Algériens, bien sûr, une certaine volonté expansionniste d'imposer une espèce de socialisme à l'ensemble de l'Afrique du Nord. Eh bien, nous, gens de la gauche au Maroc, qui sommes socialistes, eh bien, nous ne pouvons pas accepter que l'Algérie puisse avoir de telles prétentions. Il n'y a pas de révolution importée. Nous avons des problèmes intérieurs, et c'est au Maroc même, dans le cadre même du Maroc, que nous aurons à régler ces problèmes. À Casablanca, à Rabat, c'était sinon l'indifférence, du moins le calme. Seul, pendant que nous y étions, Marrakech a connu une énorme manifestation populaire. Invective à l'égard de Ben Bella, en fatigue profession de loyalisme envers le roi, ils étaient de 50 à 100 000, venus dans l'espoir de voir leur souverain, car Hassan II, pour se rapprocher de la zone des combats, venait de transférer son quartier général dans la capitale du Sud. Pourriez-vous, Majesté, définir la position du Maroc dans le conflit qui l'oppose actuellement à l'Algérie? Eh bien, la position du Maroc est une position essentiellement défensive, tant sur le plan politique que sur le plan militaire. Dans ce sens qu'il s'était établi une sorte de cohabitation de fait entre les Algériens et les Marocains tout au long des frontières, cohabitation de fait à laquelle nous aurions voulu mettre un terme par l'ouverture du dossier sur le contentieux frontalier. Contentieux qui n'a jamais été méconnu ni de la part des Algériens ni de la part des Marocains. Malheureusement, il se trouve que le gouvernement algérien a préféré recourir à une autre forme de discussion. Et il y a eu l'attaque du poste de Hassi-Beida, que vous connaissez. J'ai quand même essayé, comme je l'ai dit au cours de ma conférence de presse, de gagner 24 heures, 48 heures pour voir si vraiment les intentions du gouvernement algérien étaient des intentions offensives ou si le gouvernement s'était trouvé devant un fait accompli. Malheureusement, la réponse qui m'a été faite, tant dans sa forme que dans son fond, ne me laissant pas d'autre solution que celle de l'emploi de l'armée royale pour la récupération des postes d'Hassi-Beida de Tinjoub. Les ordres ont été donnés de faire ce qu'il y avait eu lieu de faire, et la suite, vous la connaissez. Dans cette conférence de presse, vous avez affirmé, Majesté, qu'aux yeux du président Ben Bella, il s'agissait désormais moins d'un problème de frontières que de l'antagonisme de deux idéologies. Pensez-vous qu'il y ait antagonisme entre deux idéologies? Je n'ai jamais personnellement fait de procès d'intention à qui que ce soit. Et je me garde toujours, quant au jugement que je peux porter, qu'il soit d'ordre privé ou d'ordre public, de laisser parler ma subjectivité. Or, il se trouve que dans l'état actuel du conflit, c'est le président Ben Bella lui-même, sa presse et sa radio, et nous savons quel contrôle il impose à ces deux moyens d'expression. C'est le président Ben Bella, donc la presse et la radio algérienne, qui ont elles-mêmes déclaré spontanément que le problème n'était pas un problème de frontières, que ce n'était pas un problème entre Ben Bella et Hassan II, mais que c'est un problème entre deux idéologies. Il est certain que si on met le débat sur ce terrain, il sera
difficile de lui trouver une solution rapidement. Et alors, dans ces perspectives, que deviennent dès lors les chances d'unification du Maghreb? Alors je pense que les chances d'unification du Maghreb, c'est de se rallier à la thèse de la tolérance. Jamais le Maroc n'a jeté d'exclusive contre aucun régime. Par contre, celui du président Ben Bella ne peut pas admettre une monarchie constitutionnelle à ses côtés. De ce fait, c'est le plus tolérant qui, en principe, devrait être écouté. Que convient-il de penser, selon vous, Majesté, de l'attitude en face de cette crise de l'Égypte et du président Nasser? Pour le moins que je puisse dire, c'est que de la part d'un homme ayant l'expérience du président Nasser, c'est que dans le conflit algéro-marocain, il a agi avec beaucoup de légèreté. Et en termes diplomatiques, le mot légèreté est très lourd. Pierre Millot, ce reportage, votre reportage appelle une question. On voit des volontaires. Vous avez montré des volontaires, on ne voit pas l'armée royale. Où est-elle? Pourquoi? Eh bien oui, c'est vrai. Enfin, c'était vrai pour Figuig. Compte tenu des volontaires, le gouvernement marocain volontairement ne maintenait à Figuig qu'une petite garnison aux effectifs assez modestes et assez largement disséminés. Pour ne pas provoquer un nouveau point de tension, le gros des forces armées marocaines était alors concentré beaucoup plus au sud, où nous les avons vus, dans la région d'Assibeïda et de Tinjoub, qui étaient alors les points chauds.